Ça, c'est la toute nouvelle BMW série 5 Touring. Oui, c'est un break. Oui, il est possible de l'avoir en version 100% électrique, mais moi, j'ai choisi de vous la présenter dans sa motorisation diesel. Bienvenue sur En Roue Libre, moi c'est Martin, et dans cette vidéo, on va chercher à comprendre pourquoi BMW persiste avec le diesel. Eh oui, ça c'est le bon vieux son d'un démarrage presque préhistorique, celui d'un bon gros moteur à mazout, enfin à diesel. Et je vais pas te cacher que je suis hyper content d'enfin pouvoir mettre la main sur ce nouveau Touring de la série 5. Un, parce que je trouve sa ligne hyper élégante, mais ça on en reparlera un peu plus loin dans la vidéo. Et deux, parce que essayer des moteurs diesel aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Alors que c'est pourtant exactement la motorisation qui lui va à ravir. Pourquoi? Bon, pas uniquement parce que rouler au diesel en 2024, c'est un brin subversif. Le diesel, c'est le chétan, mec! Mais surtout parce que Touring égale voyage, égale longue distance, et égale diesel, non? La nouvelle série 5, nom de code G61, va débouler que ce soit en berline ou en touring avec tout un tas de motorisations différentes. Tu as le choix d'ailleurs avec deux moteurs électriques, la fameuse i5 N60 qui fait plus de 600 chevaux et la i5 40E qu'on a d'ailleurs testé il n'y a pas très longtemps sur En Roue Libre et sur une longue distance, d'ailleurs je te remets le test par ici. Mais sur la même plateforme, on retrouve aussi des blocs thermiques, du PHEV avec la 530E, donc hybride rechargeable qui va débouler à la fin de l'été, de l'essence de folie avec les fameuses M5, qui existent oui d'ailleurs en touring, au passage, faudrait peut-être qu'on la mette sur circuit celle-là, non? Et donc aussi, un bon vieux diesel. Nous, on a à l'essai le 520D, qui est une version 4 cylindres micro-hybridée de 2 litres de cylindrée, qui développe 197 chevaux et nous offre pas moins de 400 Nm de couple, dès 1500 tours minute. Je te connais. Tu vas me dire, quoi? Un 4 cylindres? Et moi je vais te dire, mais détends-toi Michel, parce qu'un 6 cylindres diesel va venir compléter ce line-up 100% mazout sous peu avec le 340D. La série 5, comme à peu près toutes les BMW, propose tout un tas de modes différents. Là je suis en mode tranquille, efficient, tu vois, vraiment pour maximiser, minimiser plutôt mes consommations et maximiser ma douceur de conduite. Mais tu as quand même envie, sur une petite route qui serpente comme celle qu'on est en train d'emprunter, de mettre le fameux mode sport, qui est quand même le réglage dynamique pour un plaisir beaucoup plus pur de conduite. Est-ce que c'est le cas? Non. Non, parce que tu restes quand même avec un moteur qui a une puissance suffisante pour la vie de tous les jours, mais pas non plus délirant pour te scotcher la tronche dans tous les sens. Ça reste un 520D de moins de 200 chevaux. Donc encore une fois, c'est loin d'être désagréable, mais faut pas t'attendre à un foudre de guerre de l'espace, quoi. Par contre, il y a un truc qui est vraiment chouette, c'est que sur notre modèle d'essai, nous avons une petite option qui va bien, qui est celle des 4 roues X-Drive, 4 roues motrices, et des roues arrière directrices. Et ça, mine de rien, ça gomme l'énorme longueur de paquebot du Titanic, ou presque, de ce 520D, pour en faire quelque chose de beaucoup plus virevoltant. Il y a quelques virages qui s'annoncent, tu vas voir de quoi je parle. Parce qu'on a beau avoir un Touring, donc vraiment un break, c'est un truc géant, c'est plus de 5 mètres de long quand même. Enfin, là, très sincèrement, dans les courbes et dans les appuis que je suis en train de lui mettre dans la figure, qui sont des petits appuis en plus un peu raides, parce que ça tournicote, j'ai vraiment pas la sensation d'avoir une telle longueur de voiture. Et je retrouve d'ailleurs un peu la sensation, toute proportion gardée, du châssis de la M3 Touring que j'avais eu il y a pas très longtemps et que je t'avais mis en test sur En Roue Libre. C'était un peu le même genre de délire. À un moment, t'oubliais que t'étais en face d'un break, ou que t'étais au volant d'un break. Et là, c'est vraiment le cas. Parce que franchement, là, je suis à 70 dans ces petits virages-là. C'est limité à 70, donc je suis pile à la vitesse. Et j'ai pas la sensation que le châssis se fasse déborder. Moi, je vadrouille pas dans tous les sens non plus. La voiture se place vraiment bien. C'est évidemment un petit peu mou au volant. Et c'est pas non plus d'une précision d'orfèvrerie germanique. Mais c'est assez étonnant pour un tel break. Donc ça, c'est la magie du train arrière qui tourne en même temps que le train avant, ou du moins en opposé. Et ça aussi, c'est la magie du système X-Drive. Alors oui, on a bien une boîte 8 rapports à double embrayage qui est d'une onctuosité. Une fois de plus, c'est un peu le mot de cette voiture, l'onctuosité. Associée à deux petites palettes au volant. Bon, c'est les palettes que tu as un peu l'habitude d'avoir chez BMW. Elles sont toujours pas trop mal placées, même si celle-là, je les trouve presque un poil plus petite que d'habitude. J'avoue, les dernières que j'ai eues en tête, c'est plutôt celles des versions M, donc forcément un peu plus énervées. Donc forcément, de fait, peut-être un peu plus accessible. Celles-là, elles font la blague puisqu'elles sont deux. Mais je sais pas si tu vois, entre le moment où j'appuie et le moment où la vitesse se passe, tant à la vitesse du dessus qu'au rétrogradage,
c'est pas d'une vitesse folle, hein. Et puis t'as presque, des fois, tu te dis, est-ce que j'ai... Oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, j'ai appuyé, ça va. Donc c'est pas la voiture avec laquelle tu vas faire mumuse aux palettes, clairement. Voilà, c'est pas très rapide, quoi. Hein, c'est pas hyper fun. C'est pas hyper fun, cette boîte de vitesse, là. Hein. Est-ce que tu sais depuis combien de temps la série 5 est proposée en version Touring? Eh bien, pas depuis ses débuts en 1972, mais bien depuis 1987 avec la fameuse série E34, donc c'est bien la 5e génération de la série 5 Touring. Et entre nous, c'est l'une des plus réussies parce qu'elle associe des lignes très fluides avec quelques arêtes qui la posent vraiment bien sur la route. Et c'est vrai qu'on est dans une configuration assez sage de cette série 5 Touring, tu vois, avec un bleu assez joli, assez épuré, mais on a quand même un 3/4 arrière, même si on n'est pas dans une version sportive, que je trouve vraiment réussi dans le sens où t'as pas la sensation d'avoir, tu sais, la berline avec son sac à dos un peu disgracieux derrière elle. Là, il y a quelque chose d'assez homogène, d'assez élégant et de bien posé sur la route. Moi, personnellement, ça me plaît. Dis-le moi en commentaire, tiens, ce que tu en penses, toi. Le seul détail esthétique qui me dérange personnellement sur la série 5 Touring, comme d'ailleurs sur la série 5 berline, c'est cette petite pièce-là, qui encadre l'arrière, le soubassement de ces séries 5, que je trouve pas hyper élégant. Ça casse un peu la ligne déjà suffisamment acérée à mon sens, encore plus sur le Touring, tu vois, avec cette petite lunette arrière que je trouve bien ramassée, bien tankée, bien musclée, quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour asseoir encore plus le design? Je suis pas sûr. Mais ces proportions très élégantes du Touring, c'est pas vraiment de la magie, parce qu'en fait, le Touring et la berline partagent exactement la même plateforme et font exactement les mêmes dimensions. T'as beau avoir une voiture qui fait 5,06 m de long, pour une berline, c'est pas très élégant. Pour un Touring, c'est exactement là où tu as envie de l'avoir, bien effilée, bien tankée, bien longue. Elle fait bien 1,51 m de haut comme la berline et 1,90 m de large comme la berline. Et comme la berline, encore une fois, elle fait 3 mètres d'empattement. Je vais pas te le cacher, la berline série 5 de nouvelle génération m'a pas spécialement convaincu niveau design. Je la trouvais assez déséquilibrée, assez disgracieuse, à l'inverse complètement de cette série 5 Touring que je trouve beaucoup plus fine, beaucoup plus élégante et pas loin de la perfection. Enfin parfaite, pas totalement, puisque voici ses gros défauts. Et le premier de ces gros défauts de cette série 5 Touring, c'est la taille de son coffre. Bon, je te connais, tu vas me dire qu'avec 570 litres de capacité, je suis du genre un peu exigeant. Oui, c'est vrai, bon, on a quand même de quoi mettre 2-3 saletés là-dedans, mais le vrai souci, c'est que cette même capacité est partagée par toutes les plateformes, toutes les motorisations de cette série 5 Touring. Alors que tu aurais pu te dire, sur une version électrique, je veux bien qu'on ait que 570 litres, mais sur une version thermique, on a un peu plus de place, donc on a plus de coffre, non? Et ben là, c'est pas le cas. Tout le monde a la même enseigne. Du coup, on se retrouve avec un coffre d'une série 5 qui fait à peine 40 litres de plus que celui d'une 508 SW, qui fait pourtant 25 cm de moins en longueur totale. Et le vrai gros souci, c'est que la concurrente directe de cette série 5 Touring, à savoir la classe E Break, propose 618 litres de capacité avec 11 cm de moins en longueur totale. La longueur, justement, parlons-en, parce que tu as quand même 5,06 m à parquer. Ok, c'est un break. Tu me diras, c'est pas très nouveau qu'un break ce soit quand même relativement long et donc pas évident à garer. Mais il y a quand même 2-3 moments où tu vas te faire des petites flaques avec cette voiture-là. Parce que regarde, tiens, typiquement à droite, j'ai une jolie petite place. Je me dis, bah, est-ce que ça rentre? Ouais, ça devrait rentrer. Autant te dire que tu as intérêt à être bien réveillé dans tes manœuvres pour être certain que tes 5,06 m de long rentrent dans des places de parking aussi exiguës que celle-là. Heureusement, on a tout un tas de caméras et surtout la Bird View qui permet de gérer de manière admirable, vraiment ça c'est débile, tellement c'est trop cool, bah le fait que voilà, ta voiture tu la gares quoi. Et aussi le fait que, je ne sais pas si tu le vois là, mais la caméra passe d'une vue un peu plus serrée quand on a besoin à une vue un peu moins serrée quand on a moins besoin. Regarde là, type, hop, là j'ai besoin d'avoir la vue le plus proche possible de la voiture de devant pour être sûr, tac, que je ne la cogne pas trop, et là, bah, ça se fait. Autre défaut de ce Touring 520D, bah, c'est justement le petit 4 cylindres qui l'équipe. Alors tu me diras, 197 chevaux pour la vie de tous les jours, normalement, ça fait la blague tous les jours. C'est vrai que les reprises, globalement, de cette 520D sont linéaires, onctueuses, c'est agréable, tu vois, c'est loin d'être scandaleux. Mais, je suis désolé, quand tu es un grand routier, que t'aimes bien bouger ton gros paquebot, parce que ça reste quand même un gros paquebot, hein, un Touring série 5, t'as quand même envie d'avoir quelque chose d'un peu plus présent encore, et d'avoir, je suis désolé, la noblesse
du mythique 6 cylindres diesel de chez BMW. Heureusement, ce 6 cylindres, il va débarquer sur ce Touring série 5 avec le 540D. Le vrai souci, c'est que le malus va l'assassiner totalement, ce joli 540D. À côté de ça, t'as une offre qui est pas inintéressante côté malus, qui est la M5, qui existe dans version Touring, et qui pour le coup, elle, n'aura pas du tout de malus, va comprendre. Et finalement, est-ce que le plus gros défaut de cette série 5 Touring, ce ne serait pas son prix? Parce que oui, pour avoir un 520D Touring comme celui qui nous accompagne aujourd'hui, il te faudra débourser au minimum 69 200 € pour un 4 cylindres de à peine 200 chevaux, je te le rappelle. Et si tu veux le modèle d'essai qui nous accompagne aujourd'hui, il te faudra mettre 24 615 € d'options. Ça nous fait donc une série 5 520D à plus de 92 815 €, auquel il te faudra rajouter évidemment un petit malus sympathique qui tourne aux alentours de 3000 balles. Donc oui, tu flirtes les 100 000 € pour une 520D Touring diesel d'à peine 200 chevaux. Tu te doutes bien que cet essai de la 520D Touring ne serait pas totalement complet si on oubliait de parler de ses consommations, non. J'ai parcouru un peu plus de 800 km avec cette série 520D Touring, avec un mix, on va dire, de un peu d'autoroute, de la nationale tranquille, des petits chemins, de la ville. Et donc sur ces 800 km, la conso moyenne de notre 520D est de 6,3 litres au 100 km. Mon seul petit regret dans ce long test d'une semaine au volant de cette 520D, c'est de ne pas avoir suffisamment roulé sur autoroute. J'ai pas eu l'occasion de faire un vrai gros long trajet avec une vitesse stabilisée pendant suffisamment longtemps à 130 pour te donner une vraie consommation de cette 520D sur autoroute. Par contre, je peux estimer cette consommation aux alentours des 6 litres. C'est une grosse fourchette parce que je pense que tu peux être un petit peu en dessous si tu fais un peu d'éco-conduite et que tu mets le mode Efficiency, ce qui m'est quand même arrivé relativement souvent. Mais j'ai aussi mis le mode sport un peu de temps en temps et j'ai même été en mode individuel la plupart du temps. Donc cette consommation que je te donne, elle est, je pense, assez juste. Ah oui, je sais, tu vas me dire, pour un 4 cylindres diesel moderne, 6 litres au 100 sur autoroute, c'est quand même pas foufou dingo. C'est vrai. Mais c'est quand même beaucoup moins que son équivalent thermique essence, puisque la consommation moyenne sur autoroute de cette 520i dans sa version Touring est un petit peu plus haute que 7 litres et des bananes, à en croire les collègues qui l'ont essayé il y a très peu de temps. Mais moi, là où je l'ai trouvé particulièrement intéressante, cette 520D, c'est évidemment sur ses trajets mixtes, voire sur ses trajets urbains, parce que c'est là que la petite hybridation qui accompagne ce moteur diesel fait merveille, parce que sans faire une éco-conduite de foufou, on arrive à être largement en dessous des 5 litres au 100, et ça, pour une telle voiture avec un tel gabarit, c'est redoutable. On va profiter d'une sympathique petite averse qui vient de nous surprendre pour détailler, mais vraiment très rapidement, parce qu'on l'a quand même largement fait sur l'essai de la i5 40e. Je t'invite à aller voir un peu plus en détail si tu veux détailler justement l'intérieur de cette nouvelle série 5, pour le coup, Touring. On a toujours accès à cette énorme dalle incurvée, cette curve display qui fonctionne toujours aussi bien, qui te regroupe tout un tas d'informations dont tu as besoin, évidemment, GPS, nanana. Tu vois, tu as une planche de bord qui est quand même relativement épurée, alors avec une décoration très étonnante sur notre modèle d'essai. La décoration, je me suis pris la foudre dans la tronche. J'avoue, c'est pas trop ma tasse de thé, peut-être que ce sera la tienne, mais ça c'est ton problème. Évidemment, tu peux personnifier tous ces petits appendices-là, comme évidemment, tu vois, la poignée de porte qui est, comme d'habitude, à l'envers. Ça il faut s'y faire, hein. C'est un peu particulier, mais bon, une fois que tu t'y es fait, c'est quand même pas si mal que ça. Il y a un autre truc aussi auquel il va te falloir t'habituer, c'est cette grande dalle, tu vois, un petit peu tendance vert, mais c'est du plastique, qui est tactile, tu vois, qui te permet de regrouper quelques petits trucs et qui, comme tu le vois, te permet de mettre quelques petits effets lumineux. Là, c'est les warnings que tu vois. Et quand tu changes les modes, hop, c'est pareil. Quand tu appuies sur ta console centrale et que tu vas chercher par exemple ton mode sport, tout devient super énervé, un peu rouge, un peu bleu. Voilà, et évidemment, quand tu te mets en mode un peu plus expressive, tu as le vomi d'alien qui arrive normalement dans ta voiture. Voilà, c'est hyper cool. Bon, tous ces modes-là, ces vomis d'alien, tous ces trucs-là, encore une fois, si tu as envie de le détailler, va voir mon essai de la i5 40e. Et il y a un truc quand même qu'il faut répéter, ça c'est hyper important, c'est ça. Ben oui, ce volant, il est toujours aussi à la fois bizarre au premier abord, parce qu'il a quand même une forme un peu, on a l'impression qu'il te sourit, mais il se prend hyper bien en main. Alors évidemment, encore une fois, la taille de la jante du volant va peut-être un peu gêner ceux et celles qui ont des petites mains. Perso, ça me gêne pas trop, même si j'ai pas des mains géantes, mais
Je suis pas hyper fan de cette énorme jambe de volant, même si tu la prends bien en main, il n'y a pas de souci. Tu as quelques petits rappels de fonctions par ici, c'est tout ce qui est téléphone, commande vocale, la musique et tout le tralala. Et de l'autre côté, c'est pour gérer ton régulateur plus ou moins adaptatif en fonction des versions. Les feux, tout ce qui est feu et de compagnie, ça se règle par ici avec, encore une fois, le prolongement de ta dalle tactile. Ici, tu as les ventilations de siège et autres. Là, tu peux fermer et ouvrir ta voiture, ça, c'est pas très nouveau. Tu as toujours ce petit côté un peu plastifiant par ici sur ces commandes là que je trouve un peu cheapo sur une voiture à plus de 90 000 €, ça c'est un peu dommage. Par contre, ce qui est toujours aussi chouette, c'est vraiment l'agencement, et tu vois là on a vraiment un petit cuir marron et qui marche hyper bien avec toujours des sièges super confortables qui sont ventilés et chauffants, mais ils sont pas maçants, ça c'est dommage. Côté rangement, bah tu as là comme d'habitude la petite boîte du milieu qui va bien avec un petit prise 12 volts qui va bien aussi. Tu as deux support de téléphone. Alors attention, il n'y en a qu'un seul qui va servir à la recharge à induction, c'est celui de gauche, celui de droite. Je ne crois pas qu'il le fasse, puisque regarde, voilà, je viens de mettre mon téléphone, ça ne fait rien. Je le mets à gauche, hop, voilà. Et là, normalement, ça me dit que ça recharge. Crois-moi sur parole. Voilà, tu vois, tac, ça recharge. Niveau boîte à gants, bah, t'en as une par ici qui est... Ouais, qui est juste ce qu'il faut. Au niveau rangement, dans les portières, ça c'est hyper bien parce que tu as de quoi ranger tout un tas de bouteilles et autres. Voilà, j'ai une petite gourdasse qui rentre nickel. Je pense qu'on peut facilement rentrer de grandes et grosses bouteilles. Ça c'est hyper chouette quand tu fais des longs voyages, surtout en famille. Donc tu le vois, deux petits porte-gobelets par ici. Ici c'est toute la console centrale où tu vas gérer tous tes menus. Là on a l'option avec, tu sais, le truc un peu diamanté qui va bien. Là on a une petite option un peu cuivrée. C'est ton goût, pas ton goût. Moi perso c'est pas trop le mien, mais ça fait la blague. Donc tu gères toute ta commande de volume de radio par ici. Ici c'est évidemment le sélecteur de vitesse, comme d'habitude. Il n'y a pas de grand chose de très nouveau. Ce qui est un petit peu bizarre et un petit peu nouveau, c'est que, je ne sais pas si tu le vois, mais elles sont où les bus d'aération? Elles sont un peu planquées, elles sont dissimulées par ici, et tu les gères avec ce petit commodo là, d'un côté et de l'autre. Donc voilà, tu peux t'y retrouver assez facilement, mais tu as quand même une planche de bord qui est relativement épurée. Passons à l'arrière de la série 5 Touring. Alors, première à la fois bonne surprise et un peu petit côté déchantement. T'as de la place à l'arrière de la série 5, évidemment, t'as quand même un empattement gigantesque, donc heureusement que, voilà, t'as de l'espace, je vais fermer la porte, t'as de l'espace au coude, t'as de l'espace de partout, t'as un grand accoudoir. Bon, dommage qu'il y ait encore, comme d'habitude, les fameux petits trucs là qui te dérangent un peu les coudes. C'est pas dommage que ce soit pas, tu vois, au bout de l'accoudoir. Moi, je trouve ça tellement plus pratique quand ça marche comme ça. Il y a un truc donc qui me dérange un petit peu, c'est le fait que là, là le siège est réglé. Alors pas vraiment pour moi, parce qu'il y a la fonction, tu sais, quand tu sors, le siège recule pour te donner un peu plus de place pour sortir. Donc là, il est vraiment bien reculé. Donc, tu as quand même de l'espace aux jambes, tu le vois. Par contre, je sais pas si tu le vois, mais c'est pas très évident, t'as pas des masses d'espace aux pieds. Et deuxième truc, moi qui me gave complètement, c'est ça. La 5e place, bah il n'y en a pas. Parce qu'il y a toujours cet énorme tunnel de servitude qui te gâche un peu l'espace aux jambes et qui te donne une hauteur de ouf. Enfin, je veux dire, il y a ça entre le plancher et le haut du tunnel de servitude, c'est un peu dommage. Donc il n'y a pas vraiment de 5e place. Et sur une Touring comme celle-là, qui est quand même une voiture familiale, ben, tu t'attendrais à avoir quand même un peu plus de possibilités d'être 5 dans cette automobile, non? Voilà la vue que tu auras à l'arrière de ta série 5 Touring. Tu vois, il y a quand même toujours beaucoup de travail dans les contreportes, voilà. Tu as la petite sonore Mancardon. Alors, un truc qui est un peu dommage, c'est que tu as l'impression que ça, c'est du métal. Et en fait, bah non, ça reste un peu plastifiant. C'est un peu dommage, même si le traitement un peu cuivré se marie hyper bien avec le cuivre. Alors, le cuivre, il n'est pas moucheté, hein, c'est juste que le toit panoramique est constellé de gouttes, comme tu peux le voir. Mais ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que, évidemment, ce toit panoramique, bah, c'est une option qui apporte énormément de lumière, mais qui, malheureusement, n'est pas ouvrant, et ça, c'est dommage. Au milieu, tu vois, entre les deux passagers, puisque a priori tu ne seras que deux dans cette série 5 Touring, puisqu'on a vu que la 5e place n'était pas gagnée, tu as le commodo de contrôle de climatisation à l'arrière, donc là, il est off, donc tu vois, tu peux gérer à bizone ou trizone ou quadrizone presque, puisque tu peux gérer à l'avant, par ici, par là, et sur chaque place, les températures que tu veux. Tu as accès évidemment à 2 prises USB-C, tu en as 2 autres par ici, puisque tu as les petits supports pour mettre, j'imagine, des petites tablettes ou des petites choses comme ça, des supports de tablettes de chaque côté. Et puis, quoi dire d'autre, à part que tu as toujours ces poignées de porte, on va dire, un peu antagonistes. Et tu as aussi, waouh, le superbe
petit machin ici qui est assez ridicule et qui, alors, pour la petite info, est assez fragile. Parce que pour rien te cacher, tout à l'heure, j'ai fait ça un peu vite et j'ai le petit bout qui est parti un peu directement, que j'ai réussi à remettre, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça a un peu gaffe, faut le manipuler tranquillement. Donc loin de moi l'idée de dire qu'à l'arrière de cette série 5 Touring, on ne soit pas confortable. Loin de là, puisque les assises sont hyper enveloppantes, larges, confortables, moelleuses. Mais il y a quelque chose qui me dérange, moi, sur l'espace au pied. Je me sens un tout petit peu étriqué. Alors encore une fois, je suis pas tout petit, je fais 1m82, j'ai plutôt des grandes jambes et des grands pieds, désolé, c'est comme ça. Peut-être que c'est ton cas aussi, tant pis pour toi, c'est la vie. Mais moi, ça me dérangeouille un peu de me dire que dans un break aussi grand, aussi vaste, aussi imposant en taille extérieure, bah t'es pas vraiment ce côté espace pour tout le monde quoi dedans. Ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'encore une fois, cette série 5 Touring, elle est hyper confortable, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Non, le diesel n'est pas mort et cette BMW série 5 Touring 520D en est la preuve vivante. C'est cool que BMW conserve ce carburant pour ce genre de routière qui aime avaler les kilomètres et les kilomètres à plus savoir quoi en foutre. Et par contre, si tu veux comprendre pourquoi la version électrique de cette série 5, dans sa version i5 40e, n'est peut-être pas totalement idéale pour ce genre de long trajet, je te propose de me rejoindre sur l'essai longue distance de cette fameuse i5 40e. Et la vidéo, elle est juste ici. A tout de suite.